le 13 mai 2026. Pendant que le monde regardait des missiles tomber sur Kiev et suivait Air Force One quelque part au-dessus du Pacifique, la Russie a discrètement fait quelque chose que la plupart des gouvernements ne sont pas prêts à expliquer à leurs citoyens. 381 députés siégeaient la Douma d'État russe. Chacun d'eux a levé la main en faveur du texte. Pas un seul n'a voté contre, pas un seul ne s'est abstenu. Dans l'histoire de cette chambre, une chambre qui existe largement pour ratifier ce que Vladimir Poutine a déjà décidé, même ce niveau d'unanimité est rare. Ce sur quoi ils ont voté, c'était une loi, et cette loi que Poutine peut signer avant la fin du mois pour en faire une autorité présidentielle contraignante, lui donne le droit légal d'envoyer les forces armées russes dans n'importe quel pays sur Terre, n'importe quel pays, y compris le vôtre, y compris les pays qui ont signé l'article 5 du traité de l'OTAN, y compris une petite ville estonienne, au bord d'une rivière étroite, où 50 000 personnes parlent russe comme langue maternelle, et où, quelques semaines avant l'adoption de cette loi, une chaîne Telegram est apparue en ligne en se présentant comme la République populaire de Narva. Si vous avez étudié la manière dont la Russie opère, ces 4 mots devraient vous glacer le sang, parce que vous les avez déjà entendus. République populaire de Donetsk, République populaire de Louhansk, 2 entités que la Russie a fabriquées à partir de rien en 2014, reconnues comme étant indépendants en février 2022, puis utilisées comme échafaudage juridique pour la plus grande invasion terrestre en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Le modèle n'est pas caché. La Russie ne cache pas ses modèles. Elle les répète ouvertement parce qu'elle a appris que l'Occident va les analyser, écrire des rapports à leur sujet, tenir des sommets d'urgence à leur sujet, puis les regarder s'exécuter. Ce que vous allez entendre, c'est le tableau complet de ce que cette loi dit réellement. C'est aussi ce que les services de renseignement à travers l'Europe examinent en ce moment. La raison pour laquelle Narva est la ville qui garde les planificateurs de défense de l'OTAN éveillés à 3 heures du matin, et ce à quoi ressemblent concrètement les 3 scénarios qui découlent de ce moment. L'échéancier ici ne se mesure pas en mois. Poutine a 14 jours pour signer ce projet de loi. Cette fenêtre se referme avant le 27 mai. Et l'évaluation du renseignement que des analystes militaires néerlandais ont publié au début de 2026 estimait que la Russie avait besoin d'environ 1 an pour assembler une force conventionnelle suffisante pour conflit régional avec l'OTAN. Cette année, selon certains calculs, est presque écoulée. Commençons par ce que la loi fait réellement, parce que la manière dont elle a été décrite dans la plupart des couvertures occidentales aplatit quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus dangereux qu'une vague autorisation d'utiliser la force militaire à l'étranger. Il ne s'agit pas d'un élargissement général des pouvoirs en temps de guerre, il s'agit d'un instrument juridique ciblé avec des conditions de déclenchement spécifiques inscrites dans le texte. La loi modifie la législation fédérale russe existante sur la citoyenneté et la défense nationale. En vertu de ces dispositions, Vladimir Poutine peut déployer les forces armées russes dans des pays étrangers par simple décret présidentiel. Aucun autre vote à la Douma n'est requis. Aucun contrôle parlementaire, une seule signature. Les conditions de déclenchement incluent les situations où des citoyens russes font face à ce que la loi décrit comme une arrestation, une détention, des poursuites criminelles ou d'autres persécutions en vertu de décisions de tribunaux étrangers, y compris explicitement des tribunaux internationaux que la Russie ne reconnaît pas. Réfléchissez bien à ce que cela signifie. La Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine en mars 2023 pour la déportation illégale d'enfants ukrainiens. En vertu de cette loi, si un citoyen russe est détenu par un pays qui coopère avec la Cour pénale internationale, Poutine dispose maintenant d'une autorité juridique intérieure pour y envoyer des troupes. Mais cela est presque secondaire par rapport à la deuxième condition de déclenchement. La loi autorise également un déploiement militaire lorsque des citoyens russes font face à ce que Moscou définit comme de la russophobie. Et voici l'architecture de la menace dans sa forme la plus pure. La russophobie n'a jamais été formellement définie par le Kremlin, elle n'a pas de définition juridique, elle n'a pas de critères convenus. Elle signifie précisément ce que le Kremlin décide qu'elle signifie un matin donné. Vyacheslav Volodine,
Le président de la Douma, qui a présidé ce vote, a expliqué publiquement la justification. Il a décrit la justice occidentale comme une machine répressive ciblant ceux qui sont en désaccord avec les responsables européens. Andrei Kartapolov, chef du comité de la défense de la Douma, a déclaré que la législation avait été conçue pour contrer la russophobie rampante à l'étranger. Ce que la Russie a fait, c'est construire une base juridique d'intervention militaire tellement large qu'elle peut être appliquée à presque toute situation impliquant des citoyens russes n'importe où dans le monde, et tellement vague qu'elle ne peut pas être efficacement contestée dans quelques forums que la Russie reconnaît, parce que la Russie ne reconnaît aucun forum qu'elle n'a pas créé. Parlons maintenant de Narva, parce que la géographie ici n'est pas accessoire, c'est le cœur du sujet. Narva se trouve sur la rive ouest de la rivière Narva, dans le nord-est de l'Estonie. Sur la rive et assez près pour qu'on puisse voir les fenêtres des bâtiments individuels, se trouve la ville russe d'Ivangorod. La rivière entre les deux, à son point le plus étroit, mesure environ 300 mètres de largeur. Des unités du génie militaire peuvent établir un pont sur ce passage en moins d'une heure. C'est pas une estimation venant d'un groupe de réflexion. C'est la base opérationnelle de la doctrine standard de franchissement de rivière dans toutes les grandes armées du monde. Narva compte environ 50 000 habitants, environ 95% parlent le russe comme langue principale. C'est la plus grande ville à majorité russophone à l'intérieur de l'Union européenne et à l'intérieur de l'Alliance de l'OTAN. En 1993, les résidents de Narva ont voté lors d'un référendum local en faveur d'une plus grande autonomie par rapport à Tallinn. Ce référendum a été déclaré invalide par le gouvernement estonien et n'est pas reconnu en droit international, mais il se trouve dans les dossiers du Kremlin depuis ce temps. Et maintenant, il y a une chaîne Telegram. La chaîne République populaire de Narva promeut le détachement du nord-est de l'Estonie du contrôle de Tallinn. Le renseignement estonien l'a rapidement identifié. Les comptes qui la soutiennent ont des liens traçables avec des opérations d'information russes. L'Institute for the Study of War, qui suit l'activité des campagnes hybrides russes dans toute la région baltique, a décrit ce type d'activité préparatoire en termes formels. Son analyste, Georges Barros, a déclaré publiquement que la Russie crée les conditions pour être prête à une future guerre avec l'OTAN. Et l'évaluation institutionnelle de l'ISW est allée plus loin, décrivant l'agression hybride de la Russie contre l'Europe comme n'étant plus opportuniste, mais préparatoire, visant précisément à éroder la confiance occidentale et à façonner les conditions d'une possible confrontation directe avec l'Alliance. Il y a une distinction cruciale dans ce langage. Opportuniste signifie que vous agissez lorsqu'une fenêtre s'ouvre. Préparatoire signifie que vous construisez vers un moment précis. Le premier est réactif, le second implique qu'une décision ou minimum un plan d'urgence sérieux existe déjà. Le registre des incidents dans la région baltique au cours de la dernière année soutient davantage la lecture préparatoire que la lecture opportuniste. En septembre 2025, 3 avions de chasse russe MiG, 3-1 ont violé l'espace aérien estonien et sont restés à l'intérieur du territoire estonien pendant 12 minutes avant d'être interceptés par des unités de police aérienne de l'OTAN. L'Estonie a officiellement invoqué l'article 4, le mécanisme de consultation, plutôt que l'article 5. Le Kremlin a tout nié. En décembre 2025, 3 gardes frontières russes ont traversé en territoire estonien et y sont restés environ 20 minutes. Le Kremlin a nié cela aussi. Et dans l'ensemble de la Baltique, le schéma inclut des drones russes tombant en territoire lituanien, du brouillage GPS affectant l'aviation civile en Finlande, en Estonie, en Lettonie et en Pologne, une implication russe soupçonnée dans le sabotage d'infrastructures de câbles sous-marins dans la mer Baltique, et un incident documenté dans lequel des moyens russes de guerre électronique auraient délibérément ciblé les opérations aéroportuaires dans au moins un État balte. L'Institute for the Study of War a nommé collectivement ces incidents la phase 0 d'une campagne visant à façonner les conditions d'un conflit potentiel, pas des accidents, pas des coïncidences, de la préparation. Voici la partie de la chronologie qui n'a pas reçu l'attention qu'elle mérite. Cette loi n'est pas sortie de nulle part le 13 mai. Selon des documents examinés par Ukrainska Pravda,
Le projet de loi a été soumis à la Douma précisément après une série d'avertissements directs de l'OTAN et d'agences de renseignement européennes au sujet de préparatifs russes en vue d'un conflit avec des États membres. Dès l'OTAN, la Russie savait que ces avertissements existaient. Elle a quand même adopté la loi à l'unanimité. C'est pas le comportement d'un gouvernement dissuadé. C'est le comportement d'un gouvernement qui a fait un calcul. Le calcul mis à l'épreuve est de savoir si la cohésion politique de l'OTAN a été suffisamment dégradée pour empêcher une réponse coordonnée et rapide au titre de l'article 5 à une opération territoriale limitée dans la Baltique. Dégradée par 4 années de disputes sur le partage du fardeau, par la pression transactionnelle exercée depuis Washington sur les engagements de l'Alliance et par la surcharge cognitive de crises simultanées en Ukraine, au Moyen-Orient et dans le Pacifique. Le service de renseignement militaire néerlandais, le MIVD, a publié une évaluation qui décrivait l'objectif stratégique de la Russie avec une précision inhabituelle. Non pas la défaite militaire de l'OTAN, mais la division politique par des acquisitions territoriales limitées. Une ville saisie plus vite que l'Alliance ne peut atteindre un consensus politique, un fait accompli qui force l'OTAN à choisir entre une guerre aux dimensions nucléaires et l'acceptation négociée de faits accomplis russes sur le terrain. Le Belfer Center de Harvard a publié une analyse formelle des scénarios baltes en février 2026. Elle contenait une seule phrase qui circule discrètement parmi les ministères de la défense de l'OTAN depuis ce temps. L'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ne peuvent pas déployer une division de combat dans la région Baltique ou de la mer Noire en moins de 90 à 120 jours. Relisez cela. Les 3 plus grandes puissances militaires européennes de l'OTAN, 90 à 120 jours. Une opération éclair russe, calquée sur la vitesse de la Crimée en 2014, pourrait établir des faits accomplis sur le terrain à Narva en 48 heures, pas 90 jours. 48 heures avant que le Conseil de l'Atlantique Nord n'atteigne un consensus, avant que les renforts d'Europe centrale ne soient près de Tallinn, avant même que le débat sur l'article 5 ne soit officiellement ouvert. Et la Russie n'appellerait pas cela une invasion. La Russie appellerait cela la protection des citoyens russes de Narva contre la russophobie. Elle aurait une loi adoptée à l'unanimité par 381 députés élus disant exactement cela. L'ambiguïté n'est pas une faille dans cette stratégie. L'ambiguïté est l'arme. Le Conseil européen des relations étrangères a analysé l'approche opérationnelle probable. En janvier 2026, les forces pertinentes les plus proches de la Russie incluaient la 6 armée interarmes avec des régiments de fusiliers motorisés à Luga et Kamenka et la 76e division d'assaut aérien de la garde près de Pskov. La force terrestre disponible, évaluée dans les environs des États baltes, atteint environ 40 000 militaires. Le scénario de l'ECFR ne décrit pas une invasion complète de l'Estonie, il décrit quelque chose de beaucoup plus difficile à contrer, une prise rapide de Narva, possiblement une poussée simultanée vers Tallinn pour provoquer le choc et forcer une négociation, suivie non pas d'une déclaration d'annexion, mais d'une question. Risqueriez-vous une escalade nucléaire pour reprendre une ville de 50 000 russophones qui, du moins selon l'opération d'information du Kremlin, aurait accueilli l'opération favorablement? Les États-Unis risqueraient-ils leur ville pour Narva? Cette question n'a pas besoin d'une arme nucléaire pour fonctionner comme moyen de dissuasion. Elle fonctionne comme outil de dissuasion dès l'instant où elle est posée, parce qu'il n'y a pas de réponse propre, et chaque gouvernement de l'OTAN le sait. Ce qui rend le 13 mai particulièrement significatif, c'est pas seulement la loi, ce sont les 3 choses qui se sont produites simultanément ce jour-là. La Russie a adopté la loi sur le déploiement militaire à l'étranger. La Russie a lancé plus de 800 drones contre des villes ukrainiennes. La plus grande attaque de drones de jour de toute la guerre, une démonstration de capacité si vaste qu'il était impossible de l'ignorer et qui a consommé simultanément l'attention de chaque ministère de la Défense occidentale. Et le président américain est arrivé à Pékin pour une visite qui a tiré l'attention stratégique de Washington vers l'Est au moment exact où la Douma votait. 3 mouvements, une seule journée. Ce n'est pas une coïncidence d'horaire. C'est un environnement informationnel façonné délibérément. La Russie a passé des années à étudier la manière dont l'attention occidentale se répartit.
Elle sait que des crises majeures simultanées, comprimant l'espace cognitif disponible pour les décideurs. Elle sait que la question de Narva, soulevée un jour où Kiev brûle et où Washington se concentre sur Pékin, tombe dans un environnement politique différent de la même question posée un mardi tranquille. Le message transmis par cette coordination n'était pas dans les mots, il était dans le choix du moment. Et le public visé par ce message n'était pas le public, c'était les gouvernements à Bruxelles, Berlin, Varsovie et Washington. 3 trajectoires possibles partent de ce moment. Et comprendre les 3 importe davantage que d'en espérer une seule. Dans la première, la dissuasion tient. Les forces de réserve de l'Estonie, qui peuvent passer d'une décision gouvernementale à un rassemblement en moins de 24 heures lors d'exercices éclairs documentés, présentent une résistance terrestre qui rend une prise rapide véritablement coûteuse. La police aérienne baltique de l'OTAN, qui a décollé et intercepté en quelques minutes lors de la violation de l'espace aérien de septembre 2025 et dans les airs en quelques secondes face à toute incursion. Et la Finlande qui a rejoint l'OTAN en 2023 et partage 240 km de frontière avec la Russie, signifie que toute opération russe en Estonie expose un flanc nord étendu dès le moment où elle commence. Dans ce scénario, la loi d'invasion est exactement ce que ces architectes décrivent, un instrument de pression juridique et politique, une carte à brandir contre l'OTAN pendant les négociations, un outil pour arracher des concessions sans tirer un seul coup de feu. L'inconnu est de savoir si l'évaluation que fait Poutine de la cohésion actuelle de l'Alliance est exacte, s'il a surestimé les fractures, la dissuasion tient. Dans le deuxième scénario, la Russie n'envoie pas d'unité militaire régulière de l'autre côté de la rivière Narva. Elle envoie ce qu'elle a envoyé en Crimée, des forces sans insigne, appuyées simultanément par l'infrastructure Telegram qui construit le récit de la République populaire de Narva, par du brouillage GPS et des perturbations des communications par des cyberattaques contre les systèmes civils estoniens, un manuel d'action que la Russie a testé contre l'Estonie dès 2007. L'ouverture hybride crée une fenêtre de 48 heures où la question centrale n'est pas militaire mais définitionnelle. Est-ce une attaque armée au sens de l'article 5 ou s'agit-il d'un mouvement politique local avec un appui armé? Chaque heure que le Conseil de l'Atlantique Nord passe à ce débat définitionnel est une heure que la Russie utilise pour consolider, construire des structures, hisser des drapeaux, rendre le coût politique d'une réponse militaire plus élevé. Le renseignement néerlandais a nommé ce scénario précisément paralysie politique par ambiguïté hybride, non pas victoire militaire, mais effondrement de la vitesse décisionnelle de l'Alliance. Dans le troisième scénario, la Russie avance avec des forces régulières en uniforme, calculant ouvertement que les fractures politiques qu'elle a passé des années à identifier et à élargir sont maintenant assez larges, que la question de Narva n'a pas de réponse propre à Washington, qu'une garnison russe rapidement établie et tenant une ville de civils russophones crée une position de négociation plus viable politiquement pour plusieurs gouvernements de l'OTAN que l'alternative. Ce scénario est le test existentiel. 32 membres de l'Alliance, 32 gouvernements, 32 pressions politiques intérieures différentes, 32 calculs différents pour déterminer si le risque d'escalade nucléaire dépasse le coût politique d'accepter une nouvelle frontière européenne tracée sous la menace des armes. Voici le tableau complet tel qu'il se présente aujourd'hui. Une loi adoptée le 13 mai 2026 par un vote de 381 contre 0 autorise Vladimir Poutine, par décret seul, à déployer des forces russes dans tout pays où des citoyens russes font face à ce que Moscou définit comme de la persécution ou de la russophobie. Poutine a jusqu'à environ le 27 mai pour la signer. Une chaîne Telegram promouvant une république populaire de Narva à l'intérieur de l'Estonie a déjà été reliée à des opérations d'information russes. L'ISW a officiellement évalué que la Russie se trouve en phase 0 d'opération de conditionnement contre l'OTAN. Le service de renseignement allemand a spécifiquement averti d'un scénario à la Crimée, dans les États baltes,
Le renseignement néerlandais a évalué que la Russie développe une capacité de conflit régional et que son objectif est la division politique par une saisie territoriale limitée. Les 3 plus grandes puissances militaires européennes de l'OTAN ont besoin de 90 à 120 jours pour déployer une force de combat dans la Baltique. La Russie peut traverser la rivière Narva en quelques minutes. Cette loi n'a pas inventé une intention russe qui n'existait pas déjà. L'ambition impériale russe envers les États baltes est documentée dans des évaluations du renseignement, des analyses universitaires et des déclarations publiques depuis plus d'une décennie. Ce que cette loi a créé est différent. Elle a créé un instrument juridique qui transforme l'agression en protection, l'invasion en défense, l'opération militaire en acte juridique intérieur mené sous l'autorité d'un vote parlementaire unanime. La Russie a toujours compris que son actif stratégique le plus puissant n'est pas un système d'armement quelconque. C'est sa capacité à opérer dans l'espace entre les catégories claires, entre la guerre et la paix, entre la provocation et l'invasion, entre un acte qui déclenche l'article 5 et un acte qui laisse l'alliance débattre pendant que l'horloge tourne. Cette loi vient de donner à cette ambiguïté une structure juridique, un mandat parlementaire et une ville précise où 50 000 russophones sont sur le point de découvrir ce que signifie être les civils les plus stratégiquement importants de la planète. La mèche ne s'approche pas de la poudre, elle est arrivée. La seule question restante est de savoir si la main qui tient l'allumette a fait le calcul qu'elle croit avoir fait. Et sur cette question, les 14 prochains jours pourraient être parmi les plus déterminants de l'histoire européenne de l'après-guerre froide. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.